Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Dr Frédéric Alibert Lambert. Oui, parce que Alibert, c'est mon deuxième nom. Il y en a que c'est Joseph, moi c'est Alibert. Un jour, je vous expliquerai peut-être pourquoi. Certains d'entre vous, en fait, beaucoup de gens sont présentement en semaine de relâche, semaine de lecture. Pour les étudiants, il faut bien préciser le bon titre. Et vous avez un peu de temps, vous, alors je suis content d'accompagner votre temps libre, votre marche, votre jogging, peu importe. Et cette semaine, j'ai une invitée de grande qualité, l'unique, l'incroyable Julie Le Breton. Depuis plusieurs années, la remarquable comédienne Julie Le Breton foule les planches des plus grands théâtres, en plus de camper d'importants personnages au cinéma et à la télévision. Au petit écran, nous avons pu la voir dans Minuit le soir, Homme en quarantaine, Ciao Bella, Rumeur, Watatata, François en série, Nos étés et Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Elle interprète Julie dans Les Beaux Malaises, rôle pour lequel elle a gagné plusieurs prix. Elle a également brillé au théâtre, entre autres dans Huis clos, La fureur de ce que je pense, Marie Tudor, Les liaisons dangereuses et Les Trois mousquetaires. Au grand écran, elle a joué dans une vingtaine de courts et longs métrages. Son interprétation de Lucille Richard dans Maurice Richard lui a valu une nomination au concours des prix Jutra et le prix Génie dans la catégorie interprète féminine pour un premier rôle. Plus récemment, elle fait partie de la distribution des films Tu te souviendras de moi d'Éric Tessier et Au revoir le bonheur de Ken Scott. Voici ma discussion avec Julie Le Breton. Par rapport au métier, justement, au métier de pigiste, c'est comme compliqué. Mais toi, est-ce que tu te considères pigiste? Mais oui. Dans un certain sens, oui. Mais je me considère complètement pigiste. Complètement? Mais oui. Même après toute ta bonne réputation? J'ai pas plus de sécurité d'emploi. Uh-huh. Je sais jamais ce qui s'en vient. J'ai pas... Ça te stresse-tu? T'as-tu des moments de stress? Commençons l'entrevue! C'est déjà on, c'est parti! Ça me stresse-tu? Voyons, c'est bien grand, cette affaire-là. Ouais, il y a juste un modèle, je suis désolé. Ben voyons. Ouais, désolé. Puis en plus, j'ai vraiment une grosse tête. Ah oui? Ouais. Hey, ça me stresse-tu? Par moment, mais c'est comme un stress, c'est comme une projection à long terme. Depuis un petit bout de temps, j'arrête pas de dire à la blague, je suis une actrice sur le déclin. Tu sais, j'ai 47 ans. Tout le monde dit, tout le monde le sait, que ça devient plus difficile pour les actrices en vieillissant. Mais tu dis ça à la blague, mais est-ce que... Avec un fond de vérité, sans doute. Est-ce que tu le ressens vraiment? Mettons, est-ce que tu vois la... Oui, c'est ça. Ouais, allons dans ce sujet-là. Donc, vieillir et être actrice, parce que ça, c'est comme un truc un peu bizarre. Mais toi, tu as toujours été active, à date, hein, du moins. Non? Oui. À différents degrés, mais ouais. Mais tu n'as jamais eu une période si creuse que ça. Il me semble, tu sais, quand on regarde ton CV, tu sais, je fais toujours « Ah, mon Dieu, c'est vrai, à jouer là-dedans. Ah, à jouer là-dedans. » Ça fait tellement longtemps que tu es dans le paysage. Non, mais c'est vrai. Mais ça fait longtemps que tu es dans le paysage. Ça va faire 25 ans, là, que j'ai fini l'école en mai. C'est hallucinant. Puis ça paraît, tu sais, je veux dire, t'as fait du théâtre, t'as fait des web-séries, t'as fait du cinéma, du théâtre. Puis est-ce que tu fais du doublage? Je me suis posé la question. Non, pas de temps. J'en fais un petit peu. C'est drôle, là, j'en fais sur un dessin animé, mais en général, non. C'est une chasse gardée, hein, puis j'en fais pas de temps partie. Ouais. Puis je pogne les nerfs en doublage. Ah oui? Ça me rend très, très impatiente. Mais je suis relativement impatiente et intransigeante dans la vie. Okay. Mais le doublage je suis comme, voyons, pourquoi on le fait sur ce ton-là? T'sais, on essaie toujours d'aller ailleurs. Mon Dieu, les gens de doublage vont maigre. On les salue. Mais j'ai comme tout le temps l'impression qu'on
qu'on revient à un ton de doublage alors qu'on pourrait être dans quelque chose de tellement plus naturel, de tellement plus incarné, mais il y a vraiment quelque chose d'établi puis il faut rentrer là-dedans. Mais toi, t'avais tout fait ton cours de doublage? Non, jamais. C'est pour ça que je fais pas partie de la gang. OK, il faut faire l'espèce de formation dite pour ça. Là. Je m'entends-tu dans mon casque? Ah ouais, t'es bien dans ton casque. Je peux t'en mettre un peu plus si tu veux. Regarde, bon, moi, je suis à la face. Bah, voilà. Mais non, c'est ça, c'est... Donc... 25 ans depuis que tu as terminé l'école. Puis c'était quoi l'école? Parce que j'essaie de trouver, j'arrivais pas à voir. Je suis allée à Sainte-Thérèse, au collège Lionel Groux. Ouais. Okay. Ouais, j'avais pas de DEC. Donc, et j'avais pas 19 ans. Fait que je pouvais pas rentrer au conservatoire. OK, c'était ça les prérequis. C'était ça les prérequis. Puis je connaissais rien. Hein. Moi, j'arrivais vraiment de la banlieue. Je connaissais Saint-Bruno sur la rive sud. Ben, je viens pas de là. On a déménagé beaucoup, mais c'est là que j'habitais à la fin de mon adolescence. Puis je connaissais personne qui faisait ça dans la vie. Ce métier-là. Puis j'avais aucune plug. Et je connaissais rien. Et je me suis trouvée une coach. J'ai comme fait des démarches. J'ai pris des petits cours. J'avais fait du théâtre au secondaire et au primaire. Ça avait toujours été des moments très, très, très forts. OK. Puis j'étais allée en sciences pures au cégep. OK. C'était pas ça, en tout cas. Mais tu l'as complété? Mais non. OK. non, un grand désastre. Je me suis pas forcée. J'avais de la misère avec la compétition. Tu sais, en sciences, c'est très... Pourtant, là, les gens vont se dire, voyons, en théâtre, c'est bien pire. Mais c'est une autre affaire. Tu sais, ça se manifeste autrement. Puis j'ai passé mes auditions dans les écoles de théâtre, puis je savais que j'étais acceptée à Sainte-Thérèse, puis j'étais allée passer mon audition à l'École nationale, et la veille... J'avais viré une sale brosse. Je savais pas, tu sais, moi, que l'École nationale, c'était peut-être nice parce que c'était à Montréal, puis que j'avais découvert le gin tonic. Oh yeah! Fait que j'étais arrivée à mon audition à l'École nationale, la tête dans le cul. Et c'était les moyens? C'était les moyens. Puis René Richard Cyr, c'est drôle parce qu'il était là, puis il m'en avait reparlé après, puis il avait dit, on a vu quelque chose, mais... On dirait que t'étais comme à côté de tes pompes, et j'ai compté, puis il était comme, ben voilà, c'est ça. Ah. Je comprenais pas l'ampleur de tout ça, je connaissais rien. Peut-être que ça m'a servi à quelque part, mais ça m'a aussi probablement desservi. Ça t'a amené à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse qui est apparemment un bon programme. Ouais. OK. Non, j'ai pas de sentiment d'appartenance à mon alma mater. OK. C'est correct aussi. Ouais. C'était rough là, à l'époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais ils acceptaient pour pouvoir avoir l'argent nécessaire. Parce que c'est un cégep, puis ils acceptaient comme 60 personnes en première année en sachant très bien qu'on allait terminer 12-13. Fait que c'était vraiment le coup près sur le bord de la gorge à chaque évaluation, à chaque... Fait que pour certaines personnes, ça marche bien, cette pression-là, puis pour d'autres, ça marche pas du tout. Puis il y a des acteurs formidables qui ont fait carrière depuis qui ont été renvoyés parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer ça. Moi, je sais pas, j'étais comme... C'est drôle, contrairement à, justement, ces conservatoires, tout ça, je veux dire, ils prennent un chiffre très limité, puis ça bouge pas. C'est une affaire de fonctionnement, de structure financière. Là. Wow. Vu que c'est un cégep, en tout cas, c'était comme ça que ça marchait à l'époque. C'était très cruel parce qu'on avait vraiment l'impression de servir à financer les 3e et les 4e années, qui, eux, étaient 12-13. Mais ça, c'est pas viable dans un cégep pour avoir les sous nécessaires pour monter des shows. Fait qu'on était un peu de la chair à canon. Ouais, puis c'est ça, pour nourrir un programme, on peut dire ainsi. l'UQAM... ils ont un programme de théâtre aussi, je pense. Oui, ben oui. Ça aussi, Non, mais je veux dire... Non, mais on en parle moins, étrangement, parce que souvent, les acteurs qu'on voit qui roulent leur boss, souvent, c'est conservatoire, école nationale. Mais il y en a aussi, je sais qu'il y en a qui ont fait leur chemin. En fait, c'est que le programme à l'UQAM n'est pas considéré comme... puis ça, c'est un diplôme, ça veut rien dire, mais c'est un bac, c'est pas considéré comme des études professionnelles en théâtre. OK, je comprends. Mais ça s'équivaut. Puis après ça, c'est les gens que tu rencontres, les profs qui viennent t'enseigner, ça dépend de tellement de choses. Mais là, tu dis, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça. J'étais à Saint-Bruno, on a beaucoup déménagé, mais qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Ben, je sais pas. C'est très étrange. J'ai eu une épiphanie. OK. Ah ouais, carrément, ça m'est tombé dessus. OK. Ouais. J'étais en sciences pures au cégep. Puis... C'était pas avant, même pas... Non, mais très jeune, on a habité... Bon, je ne vais pas rentrer dans mes multiples pérégrinations géographiques, là, mais on a habité en Suisse pendant 2 ans quand j'étais toute petite. OK. Puis j'ai un prof incroyable en 4e et en 5e année qui, à tous les jours, on commençait la journée dans un coin de la classe et on lisait de la poésie. OK. Puis il nous lisait de la littérature, il nous a lu des longs extraits des Misérables, de Notre-Dame de Paris. Okay. Il nous lisait du Victor Hugo, puis nous, on lisait de la poésie, du Raymond Queneau, du Jacques Prévert. Ça faisait vraiment partie de
de nos journées. On commençait nos journées comme ça. Et à la fin de l'année, on a fait un récital de poésie. Et je suis montée sur scène pour la première fois. Et je faisais Les Jumeaux de la nuit de René de Obaldia, ou je sais pas trop quoi. Puis ça a vraiment été très, très fort, ce que j'ai ressenti. Cette espèce d'écoute-là, de porter la parole de quelqu'un d'autre, que ça puisse traverser mon ressenti, ma sensibilité pour exister pour d'autres, que ça devienne à ce moment-là universel. Bien sûr, je le disais pas comme ça à l'époque, mais je me souviens d'avoir ressenti quelque chose de très, très fort, et les gens dans la salle aussi. Ah oui. C'est comme passé C'était généreux, quelque là. chose. Les gens t'ont donné leur accord. Il y a eu une réception. Une communion. Oui, c'est ça, exact. Mais ça a comme été tassé. Puis au secondaire, j'ai habité 3 ans aux États-Unis, puis là, on est revenu. My God! Puis je pense, pour essayer comme de fitter in à mon retour sur la Rive-Sud au Collège du Rocher, je me suis inscrite dans la troupe de théâtre. Et Comme ça. Puis j'ai commencé à... T'étais où, on aux a fait États-Unis? 2 shows T'étais où? à Cleveland. OK, mon Dieu! Je sais, c'est vraiment weird, là. C'est un parcours particulier. C'est le travail de mon papa. OK. Il travaillait pour Alcan, puis c'est ça. On a été souvent amenés à habiter à l'étranger, ouais. Puis ça forge le caractère, par contre. Ça forge le caractère, mais surtout la capacité d'adaptation, je te dirais. Oui. Tu sais, tu rentres dans un lieu, puis tu vois exactement ce qu'il faut que tu sois pour fitter in, là. C'est certain que ça te sert en tant que comédienne, c'est sûr. D'arriver sur un endroit, paf, catcher vite la vibe, qu'est-ce qu'il faut livrer, tac, tac. C'est certain, parce que tu veux te faire accepter partout. Quand t'es jeune, tu te fais accepter. Oui, adapt or die, là, c'est vraiment ça, là. Surtout à l'adolescence. Cleveland, tu sais. Ouais. Ben, je sais pas, à l'époque, c'était-tu rough un peu, peut-être. Mais ça a toujours été rough. Mais tu sais, on était en banlieue de Cleveland, et dans cette banlieue-là, qui s'appelait Bay Village, c'était hallucinant, tu sais. On est aux États-Unis, et il y avait une personne racisée dans toute mon école. OK. Oh mon Dieu, puis Cleveland, en plus, il y a une population noire quand même assez élevée, mais c'est selon l'autre quartier. C'est complètement ghettoisé, là, encore. Oui. Ça n'a rien à voir avec... Il n'y a aucune intégration, il n'y a pas de mix, il n'y a rien. Mais le conservatoire de musique classique là-bas, qui est super réputé, est comme juste à la limite du quartier, puis écoute, c'est le jour et la nuit. Là. Exact. C'est fou, là. C'est ça. Fait que ça a été très, très particulier. C'est vraiment vie de Midwest américain. Donc, tu as étudié en anglais pendant un petit bout, évidemment. J'ai étudié... quand on reste en Suisse, j'ai fait une année en anglais là-bas. OK. Parce qu'on allait à l'École internationale à Genève, puis étrangement, mais à cause du système public québécois, mes profs me trouvaient trop avancée, fait qu'ils voulaient me faire sauter une année. Puis comme je suis jeune, mes parents ont fait « Non, là, déjà, elle est au mois de septembre, mais jeune, on ne fait pas sauter une année, mais on pourrait l'envoyer du côté anglophone. » Fait que j'ai appris l'anglais... Wow. En Suisse, avec une prof néo-zélandaise. Puis quand j'arrive aux États-Unis après, j'avais un accent néo-zélandais, j'étais francophone, j'avais une marque de naissance d'en face. Adapt or die. Quand même! Ouais. Ah oui, t'avais une petite tache. Oui, j'avais une tache sur l'œil, ouais. Ça a disparu? Ça a disparu dans les mains d'un chirurgien plastique. Ah, OK, ça, je savais pas. Oui, c'est ça, j'ai dû avoir des opérations dans la jeune vingtaine parce que mon œil fermait plus. C'est comme un grain de beauté, en fait. Là, fait que ça... Puis avec le métier de comédienne... pas tant que ça me nuisait, au contraire, je pense que les gens trouvaient ça relativement intéressant, mais c'était très compliqué avec le maquillage. Puis tout ça, je faisais des infections à répétition. Oh my, OK. Voilà. Aïe, OK. Donc... Excuse-moi, mais on fait du coq à l'âne. C'est parfait, c'est fait pour ça, c'est une conversation. On parle de ça. Et ça, je trouve ça quand même... je trouve ça intéressant comment dans la jeunesse, justement, les choses se tracent, comment tu trouves justement l'intérêt de temps. Puis tu l'exprimes super bien, comment tu as eu quand tu as pris la parole, puis le ressenti, ça t'a marqué. Puis là, tu t'es lancé dans tes études. Et là, ça fait 25 ans que tu as terminé. C'était quoi la première gig qui est apparue? C'était what? C'était vraiment ça? C'est vraiment ça. Un des réalisateurs, Michel Berthiaume, qui est le papa de Sarah Berthiaume, était venu aux auditions du Katsu et il m'avait convoqué à une audition ensuite. Tu avais spoté là? Oui. Parce que ça a encore lieu, cet événement-là, mais... Ça a encore lieu, puis c'est moins, malheureusement, c'est beaucoup plus difficile, je pense. Il y a moins de gens qui se déplacent. Non, les gens, ils vont vraiment pas. C'est ça, moi, ça me fait halluciner. Moi, je suis déjà allé voir un peu... toi, tu vois tout, là. T'sais, comment ça, tu es allé aux auditions du Katsu? Ah, j'ai des amis dans le milieu du cinéma, puis ils m'ont fait... Tu es avec moi. Puis, on va faire du casting. Non, mais puis moi, je trouve ça passionnant de voir comment... On m'avait déjà expliqué comment ça marchait, puis quand je suis allé voir ça, j'ai comme... Puis je connaissais... J'avais quelques amis comédiens déjà qui me disaient... qui terminaient, puis qui disaient... il faut que je prépare mon truc pour le Katsu. Puis
c'était un big deal. Je voulais vraiment savoir c'était quoi, justement, ce big deal-là. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu moins ça, hein, parce qu'aujourd'hui, avec les gens maintenant dans les prods, ils regardent beaucoup combien tu as de following sur Instagram, puis il y a comme toute une autre façon de... Mais c'est un peu vrai, là. C'est totalement vrai. T'sais. Puis c'est un peu navrant, parce que c'est sûr qu'en ce moment qu'on se parle, il y a un super gros talent qui n'a pas de bon sens, là, mais qui n'a pas de following, parce qu'il se consacre à ses études, puis il apprend à devenir un bon acteur ou une bonne actrice, mais tu sais... comme un peu cruel, cette affaire-là. Mais ce qui est cruel aussi, c'est qu'avant, ça, c'était un peu le propre de la télé ou des tournages, mais même maintenant au théâtre, tu sais, t'as des gens qui se retrouvent avec des rôles très, très importants sur des grandes scènes, puis qui n'ont même pas de formation théâtrale. Ça commencé à arriver, ça? Ben oui. OK. Je l'ai pas trop noté, mais je me suis toujours dit que la... Puis c'est des acteurs formidables, tu sais. Mais... Puis c'est génial qu'eux aient envie d'aller explorer la scène puis faire ça, mais ça fait en sorte que les productions doivent engager, tu sais, des profs de voix, des profs de diction, comment se positionner sur scène, ouvrir le coffre, comment porter une parole sur scène, c'est quoi le focus. Je veux dire, quand t'es dans une salle noire, où t'envoies ton regard, quand t'es face au public, il y a tellement de choses qu'on travaille pendant les 4 ans de formation. Mais quand t'as fini, tu t'intéresses, puis que tu t'es justement fait spotter pour Watat, quand t'arrivais à Watat, t'avais pas eu de formation de télé, toi? J'avais rien eu, j'étais dégueulasse. Est-ce que tout le monde faisait moins? Écoute, c'était atroce, là. J'ai revu, je sais pas si c'était aux enfants de la télé, mais ils ont ressorti genre ma première scène. J'étais avec Charles Lafortune. Écoute, là, tu sais, ma diction avait pas de sens, tu sais, c'était comme... Oui, je crois que nous devrions aller manger au café étudiant du cégep. Ah oui. Tu sais, Guy, allons-y. Tu sais, j'étais dégueulasse, très, très tendue. Mais j'ai appris, puis j'ai été bien entourée, là. Ils ont été patients avec moi, quand même. Mais est-ce que maintenant, justement, par l'expérience puis le temps, tu sais, t'arrives sur un plateau de télé, d'une série, il y a le cinéma... Tu sais, il y a différentes façons de jouer... Mais est-ce que ça évolue justement? Parce que là, les téléséries, c'est rendu que c'est presque des films au fond, c'est des films de 8 heures. Et le niveau de jeu, maintenant, il est un peu différent de ce que c'était. Est-ce que tu vois cette différence-là? Est-ce que tu es en train de jouer, d'adapter avec ça? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est arrivé quand on a perdu le 3 caméras studio. Mm-hmm. Donc, les espèces de captations qui se faisaient beaucoup dans ce qu'on appelait à l'époque du téléroman. Watatata, c'était ça. Mais je veux dire, mais il y en a encore. Il n'y a plus de 3 caméras. Non, moi je pensais que toute la... Même les téléromans qu'on appelle comme 5e rang, ou il y en a pas qui me viennent parce que je regarde pas puis je joue pas dedans, mais il y en a plein, là. mais je pensais que c'était du 3 caméras. Non, c'est tout tourné à une ou deux caméras, mais c'est pas tourné en live. En fait, c'est que le 3 caméras, t'étais tourné en live. Puis il y a quelque chose d'un peu théâtral. Tu jouais la scène au complet, c'était les 3 caméras avec une régie qui faisait le découpage. Je claque des doigts parce qu'il y avait vraiment un régisseur qui disait caméra 1, stand-by. Paf. Caméra 1, go. Comme le sport, comme il réalise encore le hockey. Maintenant, ça n'existe plus. Le montage se fait après. OK. Ouais, en salle de montage, comme le cinéma. Sauf que on est loin, mettons, du travail et du temps qu'on peut avoir quand on fait vraiment du cinéma. Ou des séries qui ont un peu plus de... Ouais, de budget. De budget, d'ampleur et de temps. Là. Ouais. D'ailleurs, parlant de série, tu as vu toute la petite affaire de Xavier Dolan, là, cette série, il y a une série d'articles là, qui est sortie sur le doublage français en France. Mais j'ai vu la sortie de Magali, la sortie, en fait, son commentaire à la question de Marie-Louise. Puis Marc Cassivier. Marc Cassivier a écrit là-dessus, curieux, mais j'ai pas vu les réponses de Xavier. Non, je pense pas, par ma connaissance. Je pense lui, il pouvait rien faire, là, c'était au contrat avec Canal. Ouais, c'est ça. Et c'était sine qua non. Ah, OK. Je dis peut-être quelque chose que je devrais pas dire. On s'en fout, ça reste entre nous. Ben non, ça reste entre nous et les auditeurs. Exact. mais c'est quand même amusant. Il y en a plein qui trouvent ça horrible et tout ça, mais je sais pas, un sous-titre. Ils sont pas friands des sous-titres là-bas non plus. Ils sont pas habitués de faire des efforts, hein, puis ils ont pas un grand sens de la déduction. On salue tous nos auditeurs français. Oh oui, mais mais les auditeurs français d'ici, ils savent tous. Non, mais un minimum de capacité de déduction aussi. Je comprends pas exactement c'est quoi cette expression-là ou ce mot-là. Je suis capable de déduire ce qu'elle veut dire en regardant une scène au complet. Par l'action, ben Par l'action, par l'intention, par l'émotion qui va jaillir de la scène. Mais c'est comme s'ils n'ont pas envie de faire cet effort-là. Tu sais, j'étais allée jouer au théâtre à Paris au mois de juin l'année passée, puis j'étais hallucinée sur comment les gens ne connaissent pas notre culture. Alors que nous, elle fait partie intégrante de notre quotidien, de ce depuis toujours. Mais eux, tu sais, ils venaient voir le show, puis
c'est un texte de Stéphanie Jasmin, c'est une écriture qui est théâtrale. Et je le joue avec un français, ce qu'on appelle ici normatif, si on veut. C'est pas. C'était pas avec une troupe d'ici, c'est avec une troupe de là-bas? Non, c'est Ubu. C'est... Ubu, oui, okay, c'est ça, okay, exactement. parfait. C'est les 10 commandements de Dorothy Dix que je reprends d'Avril à Espace Go. Ah, voilà. Petite plug en passant. Ben Mais oui. donc, après, les spectateurs me disaient « Ah non, mais c'est bluffant, hein? Vous n'avez pas du tout l'accent québécois. » Ah, mais en même temps, c'est pas non plus parisien. Mais c'est quoi? Puis là, j'étais comme... Ouais. Mais c'est... Tu sais, nous, quand on joue au théâtre au Québec, on a le français de l'auteur. Si on joue du Molière, on va parler un français de Molière. Si on joue du Racine, Oh oui, on c'est va ça. avoir ce rythme-là. C'est comme des partitions musicales, fait qu'on s'adapte. Mais là, si je joue du Stéphanie Jasmin, je ne jouerai pas comme du Michel Tremblay ou je ne jouerai pas comme du Michel-Marc non. Bouchard. Chaque auteur, chaque autrice a son niveau de langage. Mais pour eux, ils jouent tous pareil. Ils ont un français. Ouais, Nous, on c'est a en un français multiple et qui est riche. Puis s'ils sont pas capables de se donner la peine... C'est amusant, ça. Mais Ça c'est me comme, fâche. c'est aussi par imitation, tu sais. Je pense qu'on est tellement ouvert aux accents, puis à essayer de les avoir. Puis, écoute, je pense que même n'importe quel Québécois moyen est capable, à sa façon, de faire un espèce d'accent français, tu sais. Autant que dans les comédiens, tu sais, britanniques, ça, je trouve ça assez fascinant, les comédiens britanniques qui font des accents Américain, spot on, parfait. Là. Puis les Australiens aussi. Ouais. Les Australiens, la même Les chose. Américains, ils font Les Américains pas. sont pas capables. Non. Il y en a peut-être un ou deux, évidemment. Il y en a qui vont m'écrire et vont dire non. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Mais c'est la force colonialiste, là. Je veux dire, à un moment donné, quand c'est ta culture que tu as imposée aux autres, pourquoi tu ferais un effort pour aller vers la culture des autres? Sûrement. J'ai vu un truc assez désolant. Il demandait à plein d'acteurs américains que j'aime beaucoup. Je sais pas si dans un truc en lien avec les Oscars, puis il leur demandait c'est quoi votre film étranger préféré des dernières années. Personne n'était capable d'en nommer un. Ils ont tous nommé Bergman. OK. On s'entend là que c'est super. Oui. Mais bon, il y a d'autres choses. On s'entend que depuis... En même temps, j'admire un peu ça. Parce qu'ils vont voir leur cinéma, tu sais. Tu sais, ils vont aller voir leur truc à eux. Tu sais, nos salles, on peut parler de notre cinéma, c'est un peu triste à quel point les gens vont pas assez voir leurs affaires, tu sais. Oui, mais... Je suis comme tiraillé là-dessus. Non, mais on n'est pas obligé d'être d'un bord ou de l'autre. Je pense qu'on peut être très chauvin et très en appui à ce qui se fait ici, puis à la culture qu'on crée chez nous, tout en gardant une ouverture vers le monde, parce que sinon, tu perds toute une perspective qui te rend un peu... Écoute, puis en plus, on s'entend avec le cinéma, s'il y a bien un art qui t'amène ailleurs, et à te comprendre une autre culture, c'est le cinéma. Ouais. C'est pour ça que c'est... Donc moi, c'est parce que je souhaiterais toujours que les gens aillent un peu plus voir leurs films ici. C'est toujours un peu... Roger, tu vas-tu gros au cinéma? Je mea culpa, là, de moins en moins. Ah ouais, pour vrai? Je suis très sensible au son. Okay. Et je suis hypersensible. Okay. Et tous les parasites m'atteignent comme... Puis la pandémie a renforcé cette affaire-là chez moi. OK. Tu sais, je suis très parasitée. Dès qu'il y a un téléphone qui allume dans le coin, c'est sûr que je vais le voir. Les gens qui checkent leur texto pendant... les gens qui mangent des nachos. Tu sais, j'ai envie que les gens mangent pendant les previews, puis dès que le film commence... On enlève toute la bouffe et la glace dans les verres. Et je suis très... c'est pas juste comme ça me déconcentre, mais ça m'irrite profondément. Ouais. Puis j'essaie de me forcer à y aller parfois, mais mes dernières expériences n'ont pas été super agréables à cause de ça. Hein, c'est fou, hein? Je deviens vraiment comme une... Une hypersensibilité, mais je veux dire, ça, c'est vraiment avec le son, là. Le son, la lumière, les odeurs, beaucoup. Oh my! Ouais, je suis très sensoriellement challengée. Ça a toujours été ça? Ça a toujours été ça. C'est pire avec les années, je te dirais. Puis la pandémie est juste venue comme... renforcer ça. Davantage. Tu sais, je suis allée au TNM l'autre jour, puis... je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait que les gens s'étaient passé le mot. Il y avait un silence absolu dans le TNM. J'ai jamais vécu ça. C'était formidable. Fait que... tu sais, j'ai aimé pendant toute la production? Toute la pièce. Fait que, tu sais, puis j'étais spectatrice, là. Mais j'avais vraiment l'impression de pouvoir enfin vivre ce que je devais vivre avec une communauté de gens autour de moi. Bien sûr, ce partage-là, il est super. Puis, tu sais, les gens ont le droit de respirer, puis ont le droit d'être émus, puis de rire, mais... Là, tu vas pas voir des shows de bar parce que ça, c'est épouvantable. J'y vais, mais je trouve ça tough, Fred. Non, mais des shows de musique, je parle, où est-ce que tout le monde a les salles ouvertes. Je trouve ça super dur. Moi, je suis rendu là. Puis en plus, ça me rend vraiment comme une personne âgée. Je suis comme, mais vivez dans le moment présent. Allez-vous vraiment regarder votre vidéo? Et ce besoin-là qu'on a
de documenter pour, après ça, afficher sur les réseaux sociaux ce qu'on a vécu, parce que c'est beaucoup plus important de se créer une identité à travers ce qu'on consomme que de juste vivre le moment qu'on peut vivre au concert ou dans un show. Ça, c'est plate. Je trouve ça dur, mais c'est ça, là, dans ces moments-là, je me dis que... Mais à part ton hypersensibilité qui a grandi, est-ce que tu as eu une bonne pandémie? J'ai eu une pandémie très tranquille. Beaucoup de silence. Qui était bien, non? C'était super. OK. Ouais, très en solitaire, complètement. Les comédiens, les comédiennes, vous avez une espèce de attends, c'est-tu le bon titre? Je dois-tu dire acteur, actrice? Toi, c'est quoi que tu préfères? Les deux, ça marche Les deux, pas. ça te va? OK, parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a un entraînement pour... Est-ce que tu as un entraînement pour garder ton art dans la peau? T'sais, parce que nous, musiciens, mine de rien, ben, je disais, il faut pratiquer. Si tu pratiques pas, tu perds tout. Tu dis-tu pratiquer ou répéter? Répéter, pour moi, c'est quand je suis avec d'autres gens. OK. Je répète avec le piano. Dans le but je répète. Ouais, mettons, je répète avec le quatuor, ou répétition d'orchestre. Pratiquer, ça, c'est moi tout seul avec mon instrument. Puis là, je taponne mes partitions. Mais si tu pratiques pas, hein, tu perds ton mojo, tu perds ton niveau. Mais est-ce que tu perds aussi, ne serait-ce que parce que tu joues du violon, est-ce que tu perds la dextérité? La dextérité, absolument. Ouais, c'est ça. Absolument. Même que, tu sais, il y a comme l'effet, quand tu te mets à beaucoup jouer sans pause, mettons, ça fait un mois que tous les jours, tu pratiques ça, tu sautes une journée, et là, quand tu reprends ton instrument, tu as l'impression que tu as tout perdu. C'est vraiment fou. Ça se perd assez rapidement. Fait que c'est quotidien, là. Ben ouais. Est-ce que tu te souviens genre d'une journée que t'as pas pratiqué ton instrument? Ben, tu sais, ça arrive que je pratique, que j'ai pas le temps, mais j'ai toujours des répétitions. Ben, ça, la répétition... Et si tu pars en voyage, tu pars avec ton instrument? Non, là, on a essayé depuis... c'est toi et ta famille, j'imagine? Ouais, c'est ça. On les laisse chez mes parents. Là. Mes parents les gardent les instruments, puis on part en vacances. Là. Ouais. Pourquoi vous laissez les instruments chez tes parents? Ils peuvent pas être seuls? Non, par sécurité, parce que ça vaut de l'argent. Ah, pas vrai? Ben oui. Ben non, mais je sais que ça vaut de l'argent, mais... Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. Il faut qu'il y ait un humain autour, là. Ah non, juste parce que... C'est pas métaphysique, je veux pas que ça se fasse voler, c'est tout simplement ça. Ah, c'est tout? Oh oui. OK. Ouais, puis je suis pas seul, il y en a plein qui font ça aussi. Je savais pas, c'est intéressant. Ouais, okay. Ouais, ben tu sais, précaution. Ben précaution, oui. Mais donc... Excuse-moi, on divague, mais c'est intéressant, je trouve ça super intéressant. Mais tu sais, bref, il faut toujours s'entonner. Puis regarde, c'est drôle, tu dis ça aussi, mais quand je reviens de vacances, mettons, tu t'assures un 3-4 jours avant que le travail rentre, pour te remettre en shape. Okay. C'est vraiment un entraînement physique. Mais tu sais, des choses que tu peux faire, comme... tu regardes dans ma poche, j'ai tout le temps, te le montrer, tu vas rire un peu. J'ai tout le temps cette espèce d'objet. Balles de stress, là. Ouais, ça, mais c'est juste pour me forger les doigts à être plus fort pour quand je vais aller jouer. Donc, c'est des push-ups pour le bout de mes doigts. Est-ce que tu pourrais grimper ou t'aurais trop peur de te scraper les doigts? Non, moi, je touche pas à ça. mais moi, je fais comme bien les musiciens classiques. Les arts martiaux? Non, cardio. Oui, c'est ça. Tu fais du cardio. Non, mais c'est peurant, là. Tu voudrais pas te casser quelque chose, puis après ça, pas pouvoir jouer de ton instrument. Moi, j'ai des amis, il y en a qui ont eu des blessures, donc que ça n'a pas de bon sens. Mais que... Des fois, ça revient, mais ça revient pas. Ben, tu fais attention. Il y a juste une liste d'activités que tu fais moins. La boxe, j'aurais aimé ça en faire, mais je peux pas en faire. C'est tout simplement comme ça. C'est la vie, les mains, tout ce qui est les mains. Je comprends. Alors, la course, puis de la natation, ça sera cela. Pas trop d'impact. Pas trop d'impact. Mais bref, c'est ça. Donc, on a un entraînement à faire, puis je me demandais... Toi, est-ce que tu en as un? Parce que je sais qu'il y a des comédiens, des fois, qui en ont. Il y en a qui en ont pas. Ils disent, non, c'est ancré en moi. Quand vient le temps, donnez-moi un texte, puis j'y vais. Mais toi, c'est quoi? Non, j'ai pas de... Non? Non, oui. Mais en fait, c'est que pendant la pandémie, tu sais, j'ai trop travaillé avant la pandémie. Dans les 2 années qui ont amené, qui ont précédé, en fait, le grand confinement. Fait que quand le confinement est arrivé... C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu beaucoup de silence, mais j'ai eu besoin de tout... Tu sais, je pense que j'ai pas écouté de musique pendant 3 mois. J'étais pas capable de regarder de films qui avaient un minimum de substance. J'étais pas capable de lire. Je faisais des casse-têtes. Je faisais des casse-têtes puis je faisais à manger. J'avais besoin de faire des affaires avec mes mains. J'avais besoin de pas être cérébrale. J'ai regardé Friends. J'avais jamais regardé Friends. Je m'étais toujours dit que Friends, c'était de la merde parce que moi, j'aimais Seinfeld. Puis ceux qui aimaient Friends, ils étaient niaiseux. J'ai regardé Friends. Je m'y suis vautrée. T'as regardé Friends, c'est pas fait. Friends. Moi, j'ai appris l'anglais avec ça. Fait que, tu sais, je dînais avec eux autres, je me couchais avec eux autres, je me levais le matin, c'était comme mes amis. J'y retrouvais
Mais non, j'ai pas eu de... Je fais pas d'entraînement. Mais ce qui fait en sorte que quand je tombe, des fois, je vais lire un livre, puis je vais le lire à voix haute. Ah, OK. Puis déjà, tu incarnes un peu... Je l'incarne pas tant. J'essaie de trouver la vérité du texte, de trouver le souffle de l'auteur, de juste... Puis en disant à voix haute, tu le ressens plus? Ouais. Ah. Il y a des textes, il y a même des livres, des fois j'ai de la misère à embarquer, j'ai de la misère tu sais, je trouve que ma concentration est fuyante, puis je vais commencer à le lire à voix haute, puis ça me force à être davantage... puis je trouve que c'est un exercice qui est intéressant. Ça travaille la diction, puis là tu peux te dire, hey, je le lis comme ça, ou tu sais, c'est quoi ce niveau de langage-là? Mais non, tu sais, je vais pas être comme dans mon salon, puis faire, je pleure, j'ai ri, je pleure, j'ai ri, je pleure, j'ai ri. Mon muscle émotif? Non. Mon muscle émotif. Je pleure, je ris. Jean qui pleure, Jean qui rit. Jean qui pleure, Jean qui rit. Arc, c'est dégueulasse. Ouais, bien que le dire, ça donne. C'est effrayant. Est-ce que t'as eu un ou une mentor, toi? T'as-tu eu la chance de quelqu'un qui t'a un peu guidé à travers tout ce milieu? Non, tu t'es fait ton chemin tout seul? Non, c'est pas ça, mais tu sais, j'ai tellement travaillé avec des gens différents. Il y a des gens qui sont arrivés à certains moments dans ma vie puis qui m'ont comme donné des petits pushs, tu sais. Je pense à... Tu sais, j'ai pas beaucoup fait de théâtre au début. J'ai vraiment commencé en tournant quand même plus, là, tu sais, en faisant des émissions en jeunesse, non? Puis à un moment donné, Alexis Martin est comme arrivé, puis j'ai fait 2 shows avec lui, puis soudainement, tu sais, quand tu fais des shows avec le nouveau théâtre expérimental, ben, t'es un créateur aussi, t'es pas juste un acteur, tu entres dans cette affaire-là, puis j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Pierre Ronfort. Fait que ça a vraiment été le fun en début de carrière, parce que, tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant de considérer que j'étais une artiste, là, avant de considérer que j'étais une créatrice, tu sais, j'étais comme... Attends, parce que toi, tu disais, je suis interprète, c'est tout? Ouais, puis tu sais, j'ai un syndrome de l'imposture aussi par rapport à ma culture, par rapport à d'où je viens, par rapport à ce qui m'a construit comme actrice, ou, tu sais, mon côté très sportif aussi dans le jeu. Je suis pas... Tu sais, à l'école, il y avait beaucoup d'emphase qui était mise sur, mettons, les traumatismes vécus qui devaient te servir comme acteur. Que si t'avais... Tu sais, c'est très, très malsain, c'est beaucoup moins axé là-dessus dans les écoles, je pense, mais il y avait beaucoup de valorisation autour des difficultés de vie. Puis moi, je trouvais que j'en avais pas vécu beaucoup, fait que je me trouvais moins intéressante. Tu sais, j'étais comme... Puis après ça, la vie te rentre dedans, puis tu fais, ben non, c'est pas nécessairement les traumatismes qui créent la profondeur, là. Mais c'est une vieille pensée. C'est fucké, hein? C'est vraiment une vieille pensée. Puis ça, il y a bien des vieux comédiens qui ont fait Juilliard, admettons, puis qui disaient que c'était vraiment ça, là. Les profs faisaient leur possible pour que tu puisses volontairement t'arracher le cœur, le mettre sur la table, puis qu'à la fin de ton diplôme, tu reprends ton cœur, tu le remettais, puis tu coupes. Oui, puis après ça, eux autres sont pas nécessairement formés comme psychologues. Fait que quelqu'un qui arrive, puis je veux dire, il y a très, très peu de profs qui, d'abord, ont de la pédagogie, de la psychologie encore moins. Fait que comment tu fais pour accueillir quelqu'un qui est très, très fragile, qui est au passage vers l'âge adulte, qui quitte l'enfance, l'adolescence, puis qui essaie en plus de devenir un artiste, puis tu lui le forces à mettre sur la place publique ou dans la cité de l'école de théâtre, des choses qui sont extrêmement difficiles. Il y a des choses de très malsaines là-dedans. Mais et comme, tu sais, j'avais pas ça à afficher, je me suis toujours sentie pas tout à fait légitime. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu sais à quel moment tu as senti que là, tu l'étais légitime? Quand j'ai vécu mes premiers traumatismes. Non, c'est pas vrai. Non, je pense que, tu sais, en gagnant en maturité, en expérience, en travaillant avec des gens différents, en travaillant dans le plaisir aussi, en réalisant que moi, c'est ça ma talle de monde, là. Ouais. C'est avec ce monde-là que j'ai envie de travailler. Oui, puis aujourd'hui, t'as un peu le luxe de choisir les projets, je présume. Donc ça, c'est cool pour ça. Oui. Comme tu dis, tu trouves les gens avec qui tu es à l'aise, avec qui tu peux travailler. Des tournages, ça peut être long, très long d'attente, parce qu'ils doivent adapter, je sais pas, mais il y a un problème avec le son, il y a un problème avec l'image. C'est surtout éclairé qui est long, là. Ouais, soyons honnêtes, on salue tous mes amis directeurs photo, mais... C'est ça qui est long. C'est ça qui est long. Et il faut s'armer d'une propre patience pour le tournage, c'est des longues journées. Est-ce que maintenant, c'est quoi ton truc pour ça? Est-ce que tu es rendue la meilleure joueuse de Sudoku au Canada, ou as-tu quelque chose que tu aimes faire particulièrement? Socialiser. Ah ouais? Ouais. Je suis très solitaire dans la vie. Ouais, bander avec la gang. Tu sais, je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis pas très grégaire dans la vie. Ah, OK. Mais tout ce côté-là arrive dans le travail, tu sais. Que ça soit au théâtre avec la troupe, entre guillemets, ou en tournage. J'aime ça être sur le plateau. J'aime ça voir le monde travailler. J'aime ça m'intéresser à ce qu'ils font.
j'aime ça regarder les plans même quand je suis pas dedans. Puis tu restais quand même en contact avec des gens de l'équipe des fois, avec qui... Il y en a, tu sais, il y a des relations, il y a des amitiés qui se créent au fil des projets. Tu sais, j'ai une très grande amie qui est script avec qui, tu sais, je travaille avec elle depuis qu'elle était assistante de script quand elle était toute jeune, puis c'est vraiment devenu une bonne amie. Ou, Cool. tu sais, avec Xavier, on est devenus très proches à travers le projet. Fait qu'il y a vraiment des liens qui se créent. Il y en a que c'est... Il n'y a rien à l'extérieur du projet, mais tu les retrouves, puis Ouais, c'est c'est agréable aussi, mais j'ai de la misère à faire d'autres choses quand je tourne. Je suis pas capable de lire un livre. OK. Des fois, je vais écouter des podcasts. On dirait que ça marche, parce qu'il y a quelque chose de passif dans le fait d'écouter un podcast. Ouais. On salue ceux qui le font présentement, tous les passifs. Mais non, c'est ça. Puis sinon, je vais essayer de travailler mes textes la prochaine fois, mais j'aime vraiment jaser avec les copains. Là. OK. C'est pour ça que c'est le fun de travailler avec du monde qu'on aime. Ouais, non, puis c'est important. Puis souvent, il se crée des choses. Tu sais, quand t'as la chance de travailler avec des gens qui ont envie de parler de ce qu'on est en train de faire... Ouais, là, c'est cool. C'est malade, tu sais, parce que t'as pas nécessairement le temps, quand c'est le temps de tourner, de trouver des trucs, mais dans l'heure, pendant qu'il est clair, puis qu'ils placent le décor, puis tout ça, t'es comme... Hey, cette scène-là, on la refait-tu? On réessaye-tu? Hey, si on l'essayait de même? Attends, mais... Non, puis là, d'essayer de voir... comment on peut la bonifier, puis comment ça peut devenir quelque chose qui est intéressant, puis riche, puis pas juste on dit du texte dans un décor, puis that's it, là. C'est beaucoup là que le travail se fait pour moi. Tu te souviens-tu la première fois que tu as compris c'était quoi le métier d'acteur? Moi, c'est drôle parce que je le vis en ce moment. Avec mes filles. T'sais, moi, j'ai deux filles, 8 et 5 ans. Celle de 8 ans, c'est arrivé justement vers 5 ans. Ma fille de 5 ans, elle vient de comprendre. Parce que, mettons, elle écoutait un film. Ah, dans ce sens-là. Ouais, tu sais, puis là, mettons, elle, dans sa tête, ben, cette personne-là est le personnage. T'sais. Elle a vu, on écoutait, je pense, un Star Wars, puis il y avait Harrison Ford. Puis après, on a vu Harrison Ford dans Indiana Jones. Puis là, elle l'a fait... Je trouve c'est hallucinant que tu dises ça, parce que c'est complètement fou. C'est ça, là. Ouais. Tu sais, comme là, tu comprends, tu dis, OK, cette personne-là peut être plusieurs choses. Puis là, ma fille, elle a comme compris c'était quoi. On en a beaucoup discuté sur le fait que, ben, dis-moi, Mélodie, comment il fait d'abord pour ça? Ben, il y a un texte, puis il faut qu'il prétende qu'il y ait autre chose que lui et l'autre personnage de là, c'est comme, wow! OK, c'est comme toute une réalité assez hallucinante. Moi, je m'en souviens pour moi, mais je suis curieux de mais toi, voir c'était quoi, cette histoire? Steve Martin. C'est Martin dans quoi? Qui est encore mon... il était le dentiste dans tu sais, l'espèce de fleur... j'ai rien que faire exprès, j'ai un blanc. Avec la chanson Eat Seymour, là, c'était la petite Little Shop of Horror. Oui, Bon, oui. C'était le dentiste. Avec la plante... La plante vivante qui mange... Voyons, la plante... c'est quoi le mot qu'on cherche? Je sais plus. Pas carnivore, mais elle mange des mouches, là, en tout cas. Mais là, elle mange du monde, puis la grossit. Avec Rick Moranis, très bon. Rick Moranis, là. Puis après, plus tard, c'était en même temps que... Je pense que c'était dans le temps à TVA, il y avait eu aussi d'autres films de Steve Martin qui étaient apparus, puis j'ai fait « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, tout d'un coup, il était très, très, très présent ici et là, puis j'ai comme fait... Puis en même temps, c'était un hasard, je pense que c'est un hasard, mais c'est un de mes idoles encore aujourd'hui. Et là, j'avais compris c'était quoi le métier. Puis après ça, je me suis mis à regarder tout ça d'une autre façon. T'sais. Mais toi, t'as dû le vivre un peu jour à ce moment-là? Je pense pas que c'était tant par rapport au métier d'acteur que par rapport au trip d'être dans un univers inventé. Je pense que c'est vraiment ça qui me... ça n'a jamais été par rapport au jeu. Ça, on dirait que je le comprenais naturellement. Ouais. Mais tu sais, je suis vraiment très, très Star Wars. Tu sais, j'ai vécu... Tu sais, j'ai passé... Tu sais, Retour du Jedi, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ah oui? Ouais. OK. Moi, je l'ai vu au cinéma. C'était cool. C'était malade. Ouais. Tu sais, ça reste à l'affiche 6 mois, tu peux y aller plein de fois. Non, c'était la belle époque. Ça, c'était nice, là. Mais, puis, mon frère et moi, on a tellement... On regardait, on consommait les Star Wars, puis on n'a même pas eu de VHS, là, on attendait que ça joue à la télé, là, pour regarder. Puis, mais dans le sous-sol, chez mes parents... Tu sais, il y avait Tatooine, puis il y avait Dagobah, puis tu sais, je veux dire, on avait créé l'univers au complet. Puis au début, il était Han Solo, puis j'étais la princesse Léa, mais là, après ça, c'était weird, parce que c'était des amoureux, vu que c'était mon frère. Fait que là, on a travaillé très fort pour qu'il devienne Luke Skywalker. Mais tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Léa puis Luke sont frères et sœurs. Ouais. Puis là, c'est... Un peu débuzzant quand même, si on l'apprend. Vraiment débuzzant. Mais en tout cas, c'est comme si cette espèce de capacité-là de se perdre dans quelque chose qui est un monde complètement inventé, là, wow, le trip, là. Ça, c'était le trip. Ça, c'était le trip. Ça, c'était le hype. Puis
de pouvoir, comme acteur, être payé pour faire ça, c'est capoté. Mais ça, j'ai découvert plus tard, là. Je faisais même pas de lien que ça pouvait être un métier, mais c'était vraiment cette affaire-là. Tu sais, j'ai beaucoup joué, tu sais, on déménageait tout le temps, fait que j'avais beaucoup de moments de solitude, ou avec mon frère et mes sœurs, mais c'est plus avec mon frère que je partageais ça, où on faisait juste comme tous les enfants, s'inventer un monde, puis c'est votre sauf que j'ai continué très, très longtemps. Tu sais, j'ai continué ça jusqu'à 15 ans, là. Tu sais, m'embarrer dans ma chambre, puis être dans des mondes imaginaires. Puis tu continues à faire ça aujourd'hui? Là, je payais pas. Là, je le fais pas en bas d'un certain cachet, mon gars. Oui, c'est sûr. Mais tantôt, tu parlais encore de... On va revenir au talent créateur. Que ça t'a pris du temps d'assumer ce truc-là. Puis tu as fait justement des collaborations avec du théâtre expérimental. Où est-ce que là, tu l'as senti? Est-ce que la volonté d'écrire serait là, un peu? Je suis pas bonne. T'as-tu essayé? Ouais, je suis pas bonne. T'as essayé quoi? J'écris pour moi depuis toujours, tu sais, je tiens journal depuis toujours pour mon bien-être, pour ma santé mentale, depuis que je suis toute petite, tu sais. J'arrête par moment. T'as plein de calepins? J'ai plein de cahiers, je les ai toutes là, dans un coffre, là. Oui. J'espère qu'ils vont brûler avec moi quand je vais mourir, mais j'ai essayé d'écrire... puis, comme bien des gens, je pense que j'ai des bons flashs, j'ai des bonnes idées. Mais je trouve ça toujours insultant, les gens qui disent « Ah, mais là, tu pourrais écrire. » Comme si c'était l'affaire la plus facile au monde. Ah non, c'est horrible. Je pense que c'est l'affaire la plus tough au monde. C'est horrible. Mes amis scénaristes et ou auteurs, là, je n'ai que du respect. Ils rentrent dans des espèces de tunnels où ils sont seuls. Puis c'est pour ça que je pense que c'est le fun, la coécriture. Là. Mais c'est insupportable. Ça doit être la même affaire quand on écrit de la musique, là, je sais pas, mais cette espèce de tunnel de création-là. Puis c'est complexe écrire un scénario. Puis ici, je veux dire, il faut tenir... ici, partout ailleurs, il faut tenir compte de tellement de contraintes. Ouais. C'est ça. J'ai essayé, puis je suis pas bonne. Comme les gens qui disent « Ouais, lui, il est drôle, il devrait être un acteur. » Non, mange la merde. C'est pas tout le monde qui est drôle qui est capable d'être un acteur. C'est tough, c'est une job. Écrire aussi, c'est une job, puis j'ai pas ce talent-là. Non, mais je le posais simplement parce que ça aurait pu être agréable. Il y en a qui le font, il y en a qui essaient, du moins. Il y en a qui sont très bons. Puis qui sont bons, puis il y en a d'autres qui se plantent aussi. Puis, exact. Mais c'est très difficile d'écrire. Il y a une grosse part c'est un des rares endroits où je manque vraiment de courage. Mais par contre, tu as le courage d'écrire à propos de toi dans ton journal. J'ai le courage d'écrire pour moi, mais il n'y a jamais personne qui va avoir accès à ça. Là. À part toi. À part les personnes qui rentrent chez nous présentement pour les lire. Mais tu fais ça, genre, le soir avant de te coucher tous les jours, pas tous les jours? Pas tous les jours, non, c'est le matin. OK. Ouais. Tu te lèves. Ouais. Là, tu t'écris ton rêve de... Non, même pas. Écoute, des fois, ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est pas mes états d'âme nécessairement. Là. Okay. Des fois, ça peut être... j'ai lu quelque chose qui m'a comme inspiré, ou ça peut être en lien avec un personnage, ça peut être en lien avec une discussion d'amis. Tu sais, c'est juste... c'est comme une façon de concrétiser, je pense. Il n'y a pas beaucoup de concret dans ma vie, là. Tu sais, je veux dire, on fait des métiers quand même qui sont de l'abstrait. Il n'y a pas beaucoup de matérialisation de ma vie, à quelque part, là. Fait qu'on dirait que c'est comme peut-être une façon de... matérialiser mon vécu. Mon Dieu, c'est tape. Tu sais, t'as le droit. On va le dire ainsi. De matérialiser, non, c'est une espèce de référence. T'es-tu bien photo? Est-ce que t'es vidéo pour toi-même? T'as-tu des trucs comme ça? Tu sais, filmer des trucs. T'sais, moi, mon père, il a quand même fait quelque chose qui était assez incroyable à l'époque. Dans les années 80, il y avait la naissance de ma sœur. Ma sœur, elle a tout en vidéo depuis sa naissance. Puis là, ils ont tout transféré ça en DVD, là, ils vont mettre ça en fichier, mais tu sais, on a tout ça, là, c'est des documents extraordinaires. Tu sais, mon père filmait tous les concerts, les affaires d'école. Il avait décidé que lui, c'était son truc de graver ça. Mais pas toi, juste ta sœur? Ah, et moi. Okay, non, mais tu sais, en 88, là, c'était abordable. Peut-être que t'étais l'enfant mal aimé, puis on juste filmé ta sœur. Non, mais il a décidé d'acheter la caméra à ce moment-là, quand... Puis toi, t'es l'aîné? Ouais, exactement, on est deux. Puis on a tout ça en vidéo, écoute, c'est comme des... Écoute, je sais pas combien d'heures, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est super le fun. C'est super le fun d'avoir ça. Nous, c'est un peu ça, de l'espèce de journal. C'est un peu un témoin extérieur filmé par mon père. Ça existe encore? Oui, on a tout ça. Non, mais je veux dire, est-ce que vous continuez à vous filmer autant? Non, tu sais, on a ces petits téléphones-là, puis je filme mes enfants un peu, puis on s'envoie des vidéos, mais non, mais en même temps, non, c'est pas vrai. Je prends plein de photos, plein de vidéos. Écoute, c'est interminable le nombre d'affaires que j'ai. Les enfants, tu sais, je regarde mes nièces, puis... Ils n'ont pas connu un monde sans ça d'en face. Non. Tu sais, moi, j'ai aucune... La première trace vidéo de moi qui existe, c'est en 1994. Le Point était venu faire à mon école de théâtre un reportage sur la cigarette et les jeunes.
Puis j'ai un ami, Arabal, qui est monteur, qui m'a envoyé ça dernièrement, puis je l'ai mis sur mon Facebook. C'est hallucinant. On te voit qu'une cigarette dans On le me bec. voit, puis tu sais, je fais vraiment... Ouais, mais non, mais c'est ça. Tu sais, il y en a qui fument pour se donner un style. C'est drôle, mais... Puis tu fumes là-dessus. Ben oui, on fumait toutes, là, à l'école, dans les cours, à l'école, dans les cours de voix, ben oui. Mais c'est la seule preuve de moi qui bouge, qui existe. Puis j'ai 19 ans, là, 20 ans. Il n'y a aucune trace vidéo de moi auparavant. Avant, rien. Non, c'est dans ma famille, ça se faisait pas. Il y avait des photos, tu sais, mes parents prenaient la belle petite Canon 35 mm. Vous avez quelques albums. On a des beaux albums. Puis moi, j'ai pris beaucoup de photos dans ma vie jusqu'à ce que les caméras numériques arrivent. Puis c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire maintenant, les gens qui retournent à l'argentique, mais qui... après ça, reprennent des photos de leurs photos pour les mettre sur Instagram. Je comprends pas trop comment ça marche. Puis ils sont fiers de dire ça a été pris en argentique. Je trouve ça drôle. C'est comme un espèce de mouvement inverse. Mais toi, tu en fais-tu encore? Toi, tu as des appareils, tu te promènes? J'ai des appareils, mais je suis moins... Tu sais, j'ai beaucoup voyagé là, dans ma vingtaine, puis on dirait que ça faisait partie de mon trip. Là. Puis, tu sais, je revenais avec... Tu sais, 40 films transpose. Puis là, t'étais installé avec ta famille. Tu sais, bon, je vais vous montrer mon voyage. Puis là, tu sais, je faisais une sélection, puis j'imprimais ça chez Contact. Puis, tu sais, c'était malade, là. Mais on les voyait pas au fur et à mesure. Fait que c'est comme si tu revivais avec du recul les 3-4 mois de voyage que tu venais de faire, puis des affaires du début dont tu te souvenais pas. Avec les caméras, vu qu'on peut les regarder sans cesse, il faudrait que ça aille dans une genre de voûte. Tu sais, il y a le nuage, mais il faudrait qu'il y ait la voûte. Tu peux juste y revenir comme... Faut user d'imagination, puis il faut essayer des trucs un peu. Il n'y a plus de recul par rapport aux choses. On faut est comme... faire des trucs. Moi, comme le truc que j'ai fait pour l'anniversaire des 14 ans de... 14 ans? Oui, des 14 ans de ma fille. Elle a 8 ans, mais à la crémaillère, quand on a fait le petit baby shower, j'ai mis dans sa chambre une caméra, puis tout le monde devait aller lui souhaiter bonne fête pour ses 14 ans. C'est vraiment nice. Puis j'ai mis... comme une capsule temporelle. Non, mais puis c'est vraiment... Il y a une banderole... T'écris bonne fête 14 ans, bonne fête Ariel. Pourquoi 14? Parce que je trouve que c'est une période tough. C'est une période tough, 14 ans. Puis des fois, c'est le fun d'avoir un point de vue extérieur. Puis je voulais que tout le monde dise une chose à faire à 14 ans, puis une chose à pas faire à 14 ans. Puis je me suis juré de jamais le regarder. Écoute, c'est ça, j'allais dire, tu l'as jamais vu. Non, puis tu sais, il y a mon grand-père qui est décédé, qui est là-dessus. Puis je suis pas encore allé voir qu'est-ce qu'il a dit. Puis ça, j'ai bien hâte d'aller voir. Ben, ça va être dans Mais est-ce que tu vas faire un montage ou tu vas le laisser Aziz? On va le mettre. Écoute, je pense qu'il y a 3 heures de trucs. Le monde rentrait dans la pièce, puis il y en a qui sortaient en pleurant après 20 minutes. J'étais là. C'est donc puis, bien le monde sortait et disait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quel je me beau suis mis à cadeau! parler. Puis là, ça a débloqué des affaires bizarres. Ta fille, elle sait-tu? Non, elle sait pas. Non. Ça va être, j'ai très hâte. J'ai hâte aussi d'être assis, puis je sens que je vais broyer ma fille, là, mais ça va être intéressant d'avoir les perceptions, puis dans ce temps-là, parce que c'était notre perception de ça, mais il y a comme super longtemps. Faut s'amuser. OK, on a des super médias, on peut faire plein de choses. Faut s'amuser avec ça, je pense, aujourd'hui. Je sais pas. Mais il faut forcer, en tout cas, faut se forcer à pas être dans le truc immédiat. Non, t'as raison. Tu sais, de se forcer à juste prendre un petit peu de recul par rapport aux choses. Parce l'affaire de la voûte, c'est une bonne idée, une espèce de voûte. Tu sais, cette photo-là, j'ai envie de la redécouvrir dans 2 ans, là, tu sais. Puis qui peut... ça doit exister quelque part. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui a peut-être inventé ça. Faudrait regarder. La vie de tournée, t'aimes ça? C'est la première fois que je fais de la tournée. Mais c'est pour ça que j'étais là. J'ai regardé dans les autres trucs. C'est ta première tournée théâtrale. Au Québec. Au Québec. Ouais. Ben, parce que sinon, j'ai fait des shows ailleurs. Tu sais, j'étais allée avec la Fureur de ce que je pense. On est allé à Madrid, on est allé à Québec, bien sûr, Ottawa, tout ça. Mais là, je fais vraiment une tournée et je découvre... Voyons, le Québec est tombé bien garni en salle. Ah non, c'est hallucinant. Voyons donc. Non, mais je découvre un monde. Non, puis c'est fou. Puis attends, peut-être qu'on va juste mentionner le show que tu es en train de tourner. Rose et la machine de Maud Laurando, qui est une pièce de théâtre documentaire produite par Porte-Parole, qui nous a amené aussi le fameux Jamie Drault, tout inclus, Sexy Béton, entre autres. Voilà. Et Maud a écrit la pièce, c'est un peu elle le personnage central. Et vous êtes 2 sur scène. On est 2. Avec un pas pire décor quand même. C'est un super décor, ouais, de Patrice Charbonneau-Brunel. Mais là, quand vous partez en tournée, vous êtes combien? On est juste 2.
avec oui, puis il y a Ariane qui fait les éclairages, Jean qui fait notre direction technique. Puis toute la livraison du décor. Et le formidable Fred Auger qui fait le son et la régie. Le décor se promène dans un petit cube. C'est pas gros, hein? C'est un tapis qui se roule au sol avec le grid là, qu'on appelle, qui est l'espèce de ligne verte sur lesquelles je circule. Puis sinon, c'est des petits modules à monter, mais c'est pas un gros décor naturaliste. Donc, vous rejoignez, vous avez une petite fourgonnette que vous êtes en gang ou c'est plus... eux arrivent plus tôt pour faire le montage, puis nous, comme deux bonnes actrices qui ne participons à rien... vous arrivez ensemble? On arrive 1h30 avant le show, on se maquille, on joue, puis on s'en va. OK. Mais sur place, il y a des machinistes, il y a des machinistes, il y a des équipes là, qui sont là puis qui aident à faire le montage. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Mais la tournée, là, tu découvres des salles. Je découvre des salles, je découvre des très beaux théâtres, je découvre des théâtres étonnants avec des acoustiques particulières. Tu sais, il y a quelque chose quand tu montes un show de théâtre, là, le switch entre le local de répétition puis le théâtre même, ce qu'on appelle l'entrée en salle, c'est un moment très vertigineux, très angoissant, vraiment pas le fun. C'est sûr que je braille au moins 3-4 fois dans ce moment-là. Encore aujourd'hui? Ah ben oui. C'est dégueulasse. Il y a souvent des crises du metteur en scène. Il n'y a rien qui marche. T'as comme 5 jours pour créer un show dans un espace. Tu sais, t'imagines un show dans un lieu local, avec des néons au plafond. Puis là, soudainement, t'arrives dans un théâtre avec un concepteur d'éclairage qui doit rentrer son concept en genre 3-4 petites séances de focus et de le gars de son ou la fille de son qui doit s'ajuster puis trouver les bons niveaux. Tu sais, c'est hallucinant. C'est une charge de travail qui n'a pas de sens, mais comme il y a tellement de shows dans nos programmations théâtrales, ces moments-là sont vraiment réduits. Dans d'autres théâtres où, tu sais, à Espace Go, là, souvent, ils vont donner 2 semaines d'entrée en salle pour vraiment permettre au show d'exister puis de se trouver puis en tout cas, mais moi, je me disais, ça va tomber être épeurant. On arrive, on sait pas c'est quoi le rapport. Tu sais, on sait pas c'est quoi le rapport à le rapport salle-scène. On comprend pas c'est quoi l'acoustique, on comprend pas c'est quoi qu'on reçoit. Puis on doit s'ajuster à ça de soir en soir entre Shawinigan, Mont-Laurier et Saint-Jérôme, là. Ah oui, j'ai vu la liste des salles. C'est des belles salles, mais c'est quand même, il y en a que c'est des espèces de gros gradins. Exact. Il y a des salles faites pour la musique aussi, qui sont pas du tout faites pour une acoustique théâtrale. Fait il y a des salles où il y a tellement d'écho que nous, ça nous ralentit parce que avant d'enchaîner ma réplique, je vais attendre que l'autre arrête de réverbérer dans l'infini, là. Ce qui est tough. Ouais. Mais c'est quand même cool, cette adaptation. Je trouve ça super, en fait. Ouais, toutes ces affaires-là, ça fait en sorte que t'arrêtes un petit peu d'angoisser pour des niaiseries, là. Ben oui. Tu le fais, puis les gens sont touchés, puis le show, il marche, puis on a des rencontres avec le public presque après chaque show. Ah oui, des discussions... Des discussions. Porte-parole veut vraiment faire ça, puis c'est un spectacle qui porte sur le cheminement d'un parent dont l'enfant a des besoins particuliers. En ce cas-ci, c'est l'autisme, mais pour accéder à des soins et des outils pour aider sa fille, aider sa famille à passer à travers. Et c'est fou, là, la quantité de témoignages, puis que ce soit des parents d'enfants autistes, que ce soit des personnes autistes, des travailleurs sociaux, des profs, des infirmières, des pédopsychiatres, c'est fou, là. Ça va dans tous les sens, là. Ça va dans tous les sens, puis on réalise à quel point les gens ont non seulement besoin d'être représentés sur scène, mais à quel point ils ont besoin de parler, là. C'est pas des questions, là. Les gens lèvent la main, puis c'est des témoignages. Fait que nous, après le show, c'est sûr que des fois, c'est un peu challengeant, mais je pense que ça fait vraiment œuvre utile. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il y en a pour Maude? Est-ce que ça doit la toucher beaucoup, tout ça, d'avoir tous ces témoignages-là? Oui, puis je pense que ça la valide aussi, tu sais. Elle a décidé de transformer une période plutôt sombre de sa vie dans quelque chose de lumineux qui fait vraiment du bien, puis qui termine aussi dans une lumière, parce que dans sa propre acceptation de la différence de sa fille et de son acceptation de ses propres limites et de ses propres préjugés. Fait on dirait que c'est comme la continuation de ça, puis c'est ça qui était... Je me suis posé la question, c'est parce qu'elle se fait revivre cette période-là tout le temps, à chaque soir, tu sais. Puis j'ose imaginer que là, ça va mieux, elle comprend mieux toute la situation, mais c'est quand même... Toujours mettre les mains dans son propre passé, ça doit être quand même rushant un peu. Mais le théâtre a ça de beau, tu sais, la catharsis permet bien des affaires parce que, oui, elle repasse à travers, puis c'est sûr qu'elle a vraiment une émotion presque à tous les soirs, là. Il y a des moments où, tu sais, même si elle veut pas, ben il y a des larmes qui coulent, puis il y a quelque chose de, je pense, d'assez cathartique dans tout ça, qui fait du bien. Puis de sentir qu'elle est pas toute seule, qu'il y a plein de gens dans la salle aussi qui sont passés à travers ça
pour plein de raisons et de plein de façons différentes, ça crée comme une espèce de sentiment de communauté qui est très sain et bienveillant. Je pense pas qu'elle jouerait pendant 20 ans, cela dit. Non, voilà. C'est maintenant. Ma nièce, qui sa fille, parce qu'on est des belles sœurs dans la vie, a vieilli aussi, ça ne l'intéresse pas tant là, que sa mère elle continue à... ça ne l'intéresse pas, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, par respect, c'est pas son nom, bien sûr, c'est pas Rose, mais... Tu sais, je pense qu'à un moment donné, Maud va avoir envie de tourner la page sur ça. Puis le spectacle va exister autrement dans d'autres... circonstances. Oui, puis dans d'autres incarnations... voyons, pas incarnation? Incarnation, c'est ça. Il va exister autrement pour différents publics, Ouais. Puis, est-ce qu'en ce moment, tu as d'autres... Ben là, tu as ce projet qui te prend beaucoup. Tu vas rejouer au théâtre à Espace Go, au mois d'avril. Cool. Et tout ça, c'est-tu parsemé en plus de tournage le jour? Non, pas présentement. Non. Ça, j'essaie de faire ça le moins possible. OK. Je veux plus. T'as déjà fait ça? Je l'ai un peu fait à l'automne. On avait repris La Fureur de ce que je pense sur l'œuvre de Nelly Arcan avec Marie Brassard. Puis, oui, j'ai vu ce show-là. Qu'on a créé en 2013. Là. J'étais là. J'étais à la première. Oh mon Dieu, ça a tellement évolué depuis. C'est tellement meilleur. C'est tellement un beau show. Ah ouais, vraiment. Non, je dis pas que c'était mauvais. Non, je sais, mais c'est rough, là. Moi, j'ai une propre histoire de ça parce que je vais voir la... je vais faire dernière minute. Un chum me dit hey, c'est la première invitée à soir. Puis, tu sais, moi, je connais Sophie Cadieux. Tu dis on va l'encourager, Sophie. On va voir le show. Puis là, ça part. Puis là, je fais... Puis c'est ce genre de soirée-là. J'avais comme pas vraiment... Je suis allé vite, puis je n'avais pas réfléchi trop. On sort de là. Et là, tu sais, un peu down. On est deux gars. Tu sais, deux on se regarde comme... Ouais, c'était un peu élevé. Puis, on croise Carole Laure, qui était dans la salle. Okay. Alors, Carole Laure voit mon ami... Puis elle fait, je sais pas, elle a fait Jean-Sébastien, il dit bonjour, non, c'est pas ça. Elle fait mon Dieu, excuse-moi, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Puis là, elle reste avec nous deux, puis elle fait ben c'était un beau show, hein. Puis elle continue à essayer de discuter, ouais, un peu le même. Puis elle fait c'était un beau show, n'est-ce pas? Je fais et vraiment, je dis ben oui, mais j'ai quand même un peu envie de m'arracher le pénis en ce moment, tu sais. Mais pourtant, c'est pas du tout anti-homme. Je sais. Non, mais en même temps, c'est parce que il y a comme une culpabilité inhérente. Ouais, de te faire... Mon Dieu, que les gars sont bizarres. Puis parce que là-dessus, tu sais, il y a une espèce de jeu d'ombre qui se promène. Puis, Ontario. Oui, exactement. Ouais. Puis là, de voir l'homme ratoureux qui se promène un peu. Puis là, j'étais comme... je me sentais down d'être gars un peu à ce moment-là. Là, je dis ça. Carole Laure me regarde dans les yeux. Silence. Elle se retourne et elle part. Ah, mon Dieu. Ouais, on s'est jamais revu. Mais ce serait intéressant que tu l'invites au podcast, je pense. Je pense, je sais pas si elle s'en souvient, mais sûrement t'as raison, ça a évolué. Puis c'est vrai que c'est pas ça nécessairement, mais il y avait quelque chose que j'étais pas... On les deux, là, on n'était pas capable de penser autrement à la fin de show. Là, je comprends. Mais tu sais, aussi, nous, on entrait dans ce spectacle-là en marchant un petit peu, tu sais, en marchant un peu plus sur des œufs. Ça faisait pas si longtemps que Nelly Arcan s'était enlevé la vie. C'est la première fois qu'on entrait dans son œuvre à tâtons un peu, tu sais, alors que là, avec le temps qui a passé, avec les nouvelles générations qui la découvrent, avec MeToo qui a eu lieu, on est rendu vraiment ailleurs. Oh non, on est ailleurs. Fait que ça a comme... Puis nous, on est plus vieilles. On a toutes survécu à Nelly Arcan. Ouais. Elle est décédée à 37 ans. On est toutes présentement dans la quarantaine ou presque. Ouais. On a tout ce vécu-là de plus et on a moins peur de... On est moins dans la haine de la femme, du vieillissement. On est moins dans la peur de ça parce on est passé de l'autre bord de cette chose-là qui la terrifiait tellement et qui la rendait tellement profondément malheureuse et souffrante. Ouais. T'as croisé-tu des fois? J'ai déjà croisé dans des raves parce que j'ai ravé dans les années 90, ouais. Puis cool. Je croisais elle puis Patrick Masbourian. C'est drôle, hein? Ouais, en pagne. Il portait comme un pagne. Fun crowd. Je les croisais pas, mais il était là, puis je savais c'était qui. Mais c'était... ouais. Moi, Nelly, je la croisais presque une fois par semaine au plan B, au Billicon. Ouais. C'était ses quartiers. Là. Ouais. C'était là qu'elle allait. Puis voilà, mais... En plus, il y avait toujours plein de gens avec elle. Tout le temps. Avec un entourage. Ouais, vraiment un entourage de fun, mais en tout cas. Bref, ce show-là. Ouais. Puis des tournages, mais non, tu peux pas en parler des tournages. Non, mais en fait, c'est que là, j'en ai pas, mais j'essaie de moins en moins de tourner. Puis en fait, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que quand on reprenait La Fureur,
je tournais aussi sur un autre show, puis on a vraiment essayé de pas faire les deux en même temps. Mais c'est arrivé quelques journées où je tournais le jour puis j'allais jouer au théâtre le soir. Puis ça doit être bizarre. Je veux plus faire ça. Je fais juste de l'anxiété. Je fais de l'anxiété pendant 24 heures. Je fais de l'anxiété la veille. Je vais être fatiguée, faut que je dorme. OK, toute la journée. C'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est le manque d'énergie. Puis on finit toujours par la trouver, cette énergie-là. On finit toujours par aller puiser dans des fois, ça fait des super beaux shows au théâtre. En tournage, c'est plus tough. La concentration est comme plus... Parce que c'est plus de longue haleine. Mais au théâtre, souvent, t'as comme une espèce d'abandon qui fait en sorte que t'as plus rien à perdre. Puis ça dure 1h30. Puis après ça, tu s'en vas chez vous. Puis c'est réglé. Mais juste pour l'anxiété que ça me crée... ça me tombe plus, là. Hey, on peut-tu revenir au vieillissement? Parce qu'on en a glissé rapidement tantôt, puis après, on est allé dans plein de directions. Mais, puis au début, on a commencé à parler de la peur de vieillir pour une comédienne, tout ça. Toi, trouves-tu que tu es en train d'enlever... Tu sais, que tu faisais des blagues là-dessus, mais comme je disais, la demande est tellement... Il me semble que la demande est tellement élevée pour toi, puis pour tout ce que tu incarnes, que c'est pas vraiment une inquiétude, ou ça reste encore un peu en arrière-plan? Bien, je pense que tous les acteurs ont toujours l'inquiétude de plus être désirés. Parce qu'on reste, veut pas, dans... Tu sais, à partir du moment où tu es juste un interprète, tu dépends du désir des autres. C'est vraiment plate, mais tu fais plus d'audition. Oui, j'en fais encore parfois. Ouais. Moi, je me posais la question. Je me suis dit, il me semble que Julie Le Breton, ça doit être la fille que... C'est discuter au casting, puis ils t'appellent, puis ils font « Veux-tu le faire? » On m'offre de plus en plus de rôles, mais j'auditionne encore. Ah, okay. J'auditionne. Oui. Puis moi, j'aime ça auditionner. Hein, j'ai cette chance-là. En général, je trouve ça le fun. C'est drôle, j'ai aidé une amie qui auditionnait au début de la semaine. J'ai demandé la réplique, puis je disais « Oublie jamais que c'est fait pour toi, ce rôle-là. » Même si c'est pas vrai. Faut comme le croire. Faut comme arriver avec cette espèce d'assurance. Peut-être factice, mais... Cette assurance-là... Puis comme tu dis, il y a une opération séduction, tu sais. Oui, mais non, en fait, c'est pas une opération séduction. Parce que ça, on le voit quand c'est fake. J'ai assez donné la réplique souvent en audition pour voir ceux qui se mettent en mode séduction. Faut être dans une opération confiance. C'est pas pareil. Fait que si toi, t'es convaincu, ça va faire pour toi, tu vas être dégagé, tu vas être free, tu vas comme faire une bonne blague, mais pas rien pousser. Tu seras pas comme dans une espèce de toute voile dehors, de charme à broil, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Ça, c'est dégueulasse, non, ça va, là. Parlez-moi d'amour, là. On n'est plus là, là. Quoi que... Mais... Non, en fait, c'est juste de croire que ça se peut, puis aussi de se dire qu'eux aussi cherchent, puis eux aussi sont en création. Puis... J'ai déjà auditionné pour un rôle qui, après, a donné quelque chose d'extraordinaire à une actrice que j'adore, qui est extraordinaire. Puis, en quittant l'audition, je me suis dit non. Puis, ils m'ont demandé au callback, puis j'ai refusé d'aller au callback. Ça fait longtemps, là, puis mon agent était « Mais t'es complètement folle! Mais voyons, mais tu peux pas! » Puis je le sens pas. Je sens pas que c'est pour moi, puis je sens pas que c'est ça avec ce réel-là. Je le sens pas. T'es une vraie, là. Non, je pense... Peut-être que je choquais parce que c'était tellement un gros premier rôle, puis j'étais comme, je suis pas prête. C'est peut-être la... Peux-tu le dire? Ça. Non. Ah, OK. Parfait. Non, parce que celle qui l'a joué, c'est devenu complètement emblématique, puis... Emblématique? Ben, ça a comme complètement switché sa carrière d'abord. Oh my God! OK, ça a changé sa vie à elle. Oui, c'est ça. Puis elle mérite au... Puis même si je suis allée au callback, c'est probablement elle qui l'aurait eu anyway. Tu sais, tu comprends? On sait pas. Oui, je pense que... Mais non, mais c'est ça. Mais... Tu sais, on est souvent le deuxième choix. On n'est pas irremplaçable. Hein? Il y en a... Oui, OK, je t'entends là-dessus, mais est-ce que c'est déjà arrivé des rôles que tu as regrettés? Que j'ai pas eu ou que j'ai dit non? Non, que tu as dit oui, puis tu fais... T'es au milieu du tournage, tu fais « Ah non! » Des fois, t'es déçu. Déçu. Ouais. Okay. Des fois, mais des fois, t'as vraiment... Moi, ce qui me déçoit le plus, c'est quand t'as vraiment du fun au tournage. Puis que quand ça sort, tu fais « Ah, fuck! » C'est déjà arrivé. Ben oui. Évidemment. Ouais. Le fun sur le plateau ne pas juste le plaisir, là, mais le plaisir de jouer, de créer. On a vraiment l'impression qu'on pousse des affaires plus loin. Je pense que c'était pour ça ma si grande angoisse à la sortie de La nuit où Laurie Gaudreau s'est réveillée. Parce que ça a tellement été le fun comme projet. Puis toute la création, puis de A à Z, tu sais, dès l'écriture de Michel Marc jusqu'à temps que la série sort. Puis... Fait que j'ai vraiment fait beaucoup d'anxiété quand la série est sortie. Je voulais même pas en entendre parler. Tu sais, genre, mon ami François m'appelait et faisait « J'ai fini la série. Non, je veux pas en entendre. Non, je veux... » Tu sais, j'étais comme... Ah, ouais. Ouais. T'avais une crainte. J'avais une crainte. Je voulais que personne vienne péter ma ballonne.
Parce que moi, Parce que t'avais aimé ça. parce que j'avais full aimé ça. J'avais pas envie que les gens me disent ouais. Non. Puis là, ça va, là. Mais dans la première semaine que c'est sorti, là, j'étais vraiment pas. Wow. Je voulais comme me protéger Xavier, protéger le projet, Ouais, je voulais comme créer une espèce de bulle pour que ça continue juste à nous appartenir à nous. J'adore ça. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est que c'est aimer ce qu'on fait. C'est aimer ce qu'on fait. Puis aimer surtout peut-être certains projets, parce que d'autres, des fois, t'en as un, tu fais « Ah, ça, j'en suis fier. » Ça, c'est précieux. Ça, c'est à moi. Mais t'as-tu déjà eu... T'as-tu déjà des mauvaises critiques? T'as-tu déjà eu le droit à ça, des affaires assassins un peu ou pas trop? T'as pas été trop... J'ai eu plus... mon Dieu... Je pense que j'ai été relativement épargnée. J'ai eu des trucs plutôt mièvres, là, genre Julie, tu sais, le fameux qualificatif là, dans certaines critiques, genre telle personne solaire, telle personne profonde et viscérale, l'autre correct. Ouais. Là, t'es comme tant qu'à ça, j'aime mieux rien. C'est genre des trucs un peu juste comme correct. Voyons, juste. Juste. Elle était juste. Elle était juste. C'est Sur la scène, base, elle était juste. c'est la base, man. Si je suis pas juste, wow, c'est ça. Mais j'ai été relativement épargnée. Mais il y a des trucs dans lesquels j'ai été qui se sont fait ramasser solides. Mais moi, j'ai été relativement épargnée. Bon, mais ça, c'est on les choisit pas, les projets. Moi, le nombre de concerts que, ils disent, ils aiment pas le programme. Puis là, il n'y a pas le programme, fait qu'ils portent même pas attention. Ils bâchent là-dessus, mais c'était bien joué, par contre. Ben, c'est ça. Mais là, coudonc. D'accord. Bon. Mais c'est sympathique. Tantôt, tu as parlé de Friends. Avec toute l'expérience que tu as, quand tu réussis encore à regarder des histoires de cinéma, justement de téléséries, puis d'oublier les ficelles, de même ignorer un peu le jeu et de te laisser vraiment encore happer par les histoires, ou quand même ton aide d'analyse est là, tout le temps? Quand l'histoire est bonne, en général, je peux oublier le reste. Mais c'est sûr que c'est moins facile. C'est moins facile. Ça doit. Moi, c'est ça, je me dis, à force de faire ce métier-là... Mais je pas mon plaisir, là. J'écoute vraiment de la shit, là. OK. Puis ça me fait bien plaisir, là. Tu sais, je regarde des gens des comédies romantiques poche. Mais tu sais, mais j'adore les comédies romantiques, là. Tu sais, j'ai comme... Tu sais, j'ai mon... Ah ouais, OK. T'as une sélection, là. Ouais. Puis tu sais, je regarde en boucle, là, chaque année, tu sais, je veux dire... C'est lesquels t'es... Ben, Notting Hill, je sais pas combien de fois j'ai vu, tu sais... C'est bien, Notting Hill. C'est tellement super. When Harry Met Sally, bien sûr. Connais-tu Addicted to Love? Addicted to Love. Ah, tu connais? Ben oui. Je connais personne qui le connaît. Pas vrai? Chaque fois, je le nomme le musicien. Quoi, je fais Meg Ryan, Matthew Broderick. C'était écœurant. Le soundtrack est super bon. Mais tu sais, Meg, c'est comme... Meg. C'est la queen de ça, cette espèce de quirkiness-là, avec l'intelligence. Puis après ça, tu sais, tu lis des choses sur When Harry Met Sally. J'ai lu un truc dans le New Yorker l'autre fois où c'était comme... C'est elle qui a comme mis la table pour la fameuse fille difficile ou high maintenance. OK. Ah, hey, ouais. Come on peut-tu pas suranalyser? On peut-tu arrêter de bouder? C'est drôle, là, qu'elle demande sa tarte aux pommes avec, à la mode, c'est chaude, mais pas de crème glacée à vanille. En tout cas... C'est correct. Hey, c'est un film, là, aussi. Non? C'est un film. Faut quand même se rappeler ça. Donc, OK, donc t'en regardes des affaires de même. Oui, beaucoup. Puis je suis vraiment capable de dimmer mon sens critique pour me laisser aller. Mais sauf que quand ça se veut bon... Ouais. Là, je suis plus... Tu sais, j'ai regardé The Fablemans, j'ai tellement haï ça, là. Ah, shit! Il est sur ma liste cette semaine, je veux le lire. J'écoutais ton podcast avec Éric Kaboulian, puis il était là... faut que j'en parle. OK. Un rendez-vous. J'ai trouvé ça... Long, c'est long. J'ai arrêté. Oh non! Parce qu'il paraît qu'au moment que t'as arrêté, ça commençait à être bon. Tu sais que le monde dit ça pour me rendre débile. Non. Ça m'a donné juste une vie à vivre. Là. Je ouais, t'as pas embarqué. OK. Tout était là pour que j'aime ça. Là. Tu sais, j'aime ça, les films de Spielberg. Là. Film en plus qui est sur le cinéma, sur l'art. Mais je veux dire, c'est une espèce de chronique tellement banale. T'aimes-tu les films... T'aimes-tu d'abord les films sur les acteurs? Ou ça, tu peux pas regarder? Tu sais, genre Birdman... Faire de même. Moi, j'ai beaucoup aimé Birdman. J'adore. J'en parlais avec un ami dernièrement, il était comme genre, bout de ton plaisir. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est fun, Puis j'ai aimé ça que ça soit un peu faiseux là, dans la mise en scène, ces espèces de plans séquences-là qui se peut pas. J'adore Michael Keaton, je suis en amour avec lui depuis Mr. Mom en 1982. Oh mon Dieu, Mr. Mom, j'avais oublié ça. Il a comme la plus belle bouche d'acteur au monde, je le trouve tellement beau. Je le regarderai pendant des heures. Ça me fait penser, t'as-tu des acteurs ou actrices que tu... Rien que par le nom... te confiance, tu te dis, je vais aller voir le film. Rien que
pour cette personne-là. Pas le réalisateur, on oublie le réal. L'acteur, l'actrice. Parce que l'autre fois, j'essayais de me faire ces listes-là. Il y a une époque, tu sais, aujourd'hui, je pense, par exemple, Leonardo DiCaprio, pas mal un bon scoreur à date dans tous ses films. C'est quand même majoritairement... Ah ouais, hein? Ah oui, Léo, il te le fait? Je pense, oui. Récemment, je dirais que Andrew Garfield est là, Kate Blanchett est là. Kate, n'importe quoi qu'elle touche. Mais tu vois, comme là, tu sais, j'ai pas tout aimé Thor, mais... J'ai capoté. Mais j'ai capoté... Une partie. Ouais, puis après ça, à la fin, moi. Je trouvais que c'est devenu comme complaisant dans quelque chose qui me... Mais juste pour elle, je le reverrais, là. Mais ça, c'est... Sa performance, c'est... Mais c'est ça. Mais ça, tu vois, mettons... Le masterclass à Juilliard, c'est parfait. Voyons. C'est parfait, ça. Mais il y en a quelques-uns de même. Toi, t'en as-tu des individus que tu vas truster, tu vas dire, ah non, j'ai hâte de le voir, le film, peu importe le scénariste ou tu sais. Ben, Kate, c'en est une. Kate Blanchett. Kate Winslet aussi. Les deux Kate. Oh, yes. J'aime beaucoup les deux Kate. Kate Winslet. Kate Winslet, là, respect. C'est sûr que Meryl Streep, mais Meryl est wild. Tu sais, des fois, elle va faire une petite comédie mais elle est bonne dans tout, elle est tout le temps bonne. Ben, tu vois, comme Pacino, Robert De Niro, ça, c'était des noms avant. Non, là, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe Moi, ça m'insulte beaucoup quand on met Meryl Streep dans la même gang que Pacino puis De Niro. Ça n'a rien à voir. Ils font la même affaire depuis 150 ans, les dogs, là. Oui, puis en plus, il y en a, là, Pacino, moyen, mais De Niro, là, les merdes cinématographiques qu'il fait. Il n'y a pas de l'air d'avoir envie d'être là. Non, il veut pas. Tu sais, Meryl, des fois, elle fait des merdes, mais man, elle arrive avec une proposition, puis une composition de personnage, puis c'est complètement incarné, puis elle a du fun, puis c'est drôle, puis c'est super, là. C'est fou raide, ça. Mais ouais, donc les deux Kate. Hein? Les deux Kate. Mais Andrew Garfield, moi je le dis. Je cours l'achat sur lui, il choisit ses projets. Il est choisi. As-tu vu son truc chez les Mormons? Pas encore. Très bon? Très bon. OK. Très bon. C'est une télésérie, là. Oui, mais ça, j'ai entendu parler. Lord's name of the God c'est fun? Christ of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yeah. C'est fun? Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. OK. Moi, hier, j'ai commencé Under Silver Lake. Je sais pas si t'entends une espèce de film étrange. Ouais. Je l'ai pas vu. Fun. OK. Fun. Non, le gars, je le trouve, il y a quelque chose. Écoute, le temps file. Allons à la prescription. T'as pas de notes à côté de toi, c'est tout dans ta tête, c'est prêt à être livré. Je suis impressionné. Mon Dieu, je suis stressée. En plus, j'ai essayé de faire ça pour mourir, ça m'angoisse. Les gens vont penser que je t'emmène angoissée. Mais, tu sais, je suis tout le temps, qu'est-ce que ça dit sur moi? Ah, faut que je sois intéressante, faut que je sorte des sentiers battus, faut que je fasse la promo pour des amis. C'est parfait. Voyons, on rentre dans des zones intenses, là, quand il faut qu'on fasse des prescriptions. Mais après, tu peux le faire. Il y en a qui vont dire, ça, c'est le truc qui a changé ma vie. Il y en a qui ont des thèmes. Je vais pas aller là-dedans. Je suis allée dans mes coups de cœur récents. J'avais parfait. envie de Here and Now, Carpe Diem. J'aime puis ça. là, ma première prescription, je la trouve bien stressante de discuter ça avec toi parce que c'est de la musique. Shoot. C'est Flore Laurentienne. Oui, fun ça. Je capote. C'est bien fait. J'écoute beaucoup de musique instrumentale. Puis. Approuvé d'ailleurs par bien du monde en musique classique. C'est vrai? Pour ça le fun. OK. Je le dis. Bon, j'ai le saut de. Ben, c'est lui qui l'a. Moi, j'ai rien fait. Mais j'ai découvert le premier album quand le deuxième volume est sorti, mais ça crée un tout, là, pour moi. En parallèle, ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on a accès à des territoires inexplorés, en tout cas dans ce qu'on fait ici, qu'il y a quelque chose. Il y a une ampleur, il y a quelque chose de cinématique. C'est. Très. Ouais. Ça me fait voyager, ça me fait du bien en dedans. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup, puis ça accompagne vraiment bien mes marches. C'est comme cool. Dans c'est ça ou le silence, là. Fait que je suis très fan. Je trouve ça vraiment étonnant. Ouais, 2 beaux albums en plus. 2 beaux albums avec. Tu sais, il y a des choses très étonnantes, il y a des trucs beaucoup plus accessibles, puis des trucs qui me prennent un peu plus de cours, que j'ai l'impression de pas saisir, mais. On dirait que j'ai envie d'y aller quand même. Fait OK. que, Bon, excellent. Florentienne pour la musique.
pour la musique. Ensuite, la deuxième, c'est un film. OK. J'ai regardé beaucoup de séries dernièrement, puis j'ai de la misère à regarder des films. On dirait que j'ai perdu cette concentration-là, puis je me questionne beaucoup par rapport à ça. Et quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait, c'est un petit film parfait. Mais c'est pas un petit film, mais c'est The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, qui est un auteur que j'adore, qui s'avère être un réalisateur aussi que j'adore de plus en plus, parce qu'il vient du théâtre. Et ça paraît. Et ça paraît dans ses dialogues, ça paraît dans la concision de ses histoires, ça paraît dans l'intelligence des rapports, des dynamiques entre les personnages. Pour moi, c'est vraiment un bijou. Il n'y a rien qui dépasse. Puis ça veut pas dire que c'est esthétisant ou que c'est faiseux. Mais c'est beau. Mais c'est beau et je trouve que c'est vraiment des performances d'acteurs qui viennent s'inscrire dans cette affaire-là. Des performances qui sont fortes. C'est des propositions quand même bien étoffées. On n'est pas dans un naturalisme, mais tout le monde est comme complètement engagé, investi. Puis c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai regardé 2 fois déjà depuis. Puis ouais, Martin McDonagh, vive les Irlandais. Dont un des personnages principaux qui est un peu dans la même quête que toi, avec le silence et le calme. Exact. Ouais, tu t'es associé motivement probablement. J'étais plus associée à Colin Farrell. Je trouvais qu'il faisait pitié. Ouais, c'est ça, là. Mais je comprenais l'autre. Puis tu sais, toute cette espèce de grande métaphore-là sur les débuts de la guerre civile d'Irlande. Cette espèce de truc-là qui est insensé, puis avec les bombes au loin, mais c'est jamais appuyé, puis c'est vraiment en lisant là-dessus après que tu fais comme plein de liens avec les Troubles qui s'en sont suivis, puis tout ça, mais... C'est très beau. Ouais. Ah, good. Excellent film que j'approuve, que j'ai bien aimé. Merci. Good. Et ma prochaine prescription, c'est un show que j'ai pas vu et que je ne verrai pas. Parce que je vais être au Théâtre à Québec, au Diamant, dans Rose et la Machine, en même temps. C'est de la danse et c'est jamais très, très long, comme on le sait. C'est un spectacle de Catherine Godet qui s'appelle Les Jolies Choses, qui a cartonné au FTA l'année passée, que tout le monde disait c'est le show à voir au FTA. Je pouvais pas. J'étais à Paris et là, je pourrais pas plus, mais j'aimerais ça que tout le monde y aille parce qu'il paraît que c'est vraiment magique. Je suis content que tu me le dises, parce que c'est quand, ça? C'est tout de suite après notre podcast, c'est genre 1, 2, 3 mars. 1, 2, 3 mars? J'aime tellement ce qu'elle fait en plus. Elle est formidable, elle est brillante. Il paraît que c'est un show qui élève, qui transcende, qui choque. Puis moi, ça fait quelques fois que je voulais l'avoir au podcast, puis c'est toute une affaire de timing qui marchait pas, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire avec la danse. Vraiment. Puis même si pour les gens, moi j'aime ça le dire, ceux qui sont pas initiés à ça, c'est parfait ce show-là. Puis c'est super accessible. Puis il y a quelque chose de comment trouver une liberté à travers des carcans, à travers des contraintes qui sont tellement lourdes et puis je pense que c'est un spectacle là-dessus puis qui peut faire beaucoup de bien dans l'époque dans laquelle on est. Fait que je souhaite à tous ceux qui vont aller le voir d'avoir du plaisir parce que moi, je pourrais pas. Excellent. Ah, voilà, j'aime ça. C'est ça. C'est tout? C'est tout. Excellent, merci. Puis suite à pour venir aux Friends, là, tu iras dans How I Met Your Mother pour aller dans les mêmes J'en ai vu quelques-uns. Moins ton truc? Ben oui, mais moins. Mais là, j'ai fait un février, un dry February. C'est-à-dire? Avec alcool, mais sans série. Oh! Ouais, film et lecture. Oui, il faut que je m'impose, sinon je suis boulimique, là. Fait que, OK. Wow, ben... Courage. Courage. Le mois s'achève, là. Ben, c'est ça, on est presque fini. All right, ben merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Ciao. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.